Il n'y avait que 2-3 groupes qui existaient, à part NTM, Assassin. Et puis nous, on était ce petit groupe de banlieue sud qui essaie de percer malgré ces difficultés. Donc on se réunit, on voit que bah, lui, il a la même passion que nous, voilà, il a la même ambiance, il habite dans la même ville. Et puis au fur et à mesure, bah, voilà, on se dit, bah, il y a des mecs de Vitry, il y a des mecs d'Orly, j'ai choisi. Et c'est Douma le Parrain qui un jour qui crie Mafia Cafri, et puis tout le monde dit waouh, ce nom il défonce quoi. Bienvenue sur Dahomey TV, nouvel épisode, nouvel invité. Aujourd'hui, on reçoit un grand monsieur, Manuquet. Merci, ça fait plaisir. Ça va. Plaisir partagé, un grand honneur de te recevoir aujourd'hui. Mhm. Euh, je sais pas comment te présenter, il y a 10 000 manières de te présenter. Moi, tu as bercé ma jeunesse. En fait, tu t'appelles Manuquet, de ton vrai nom, Manuel Coudray. Exact. Tu es né en Guadeloupe dans les années Mhm. 70. Mhm. Tu es originaire du Val-de-Marne, Orly. Ouais. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton adolescence Bah, l'adolescence, bah, l'arrivée en France de mes parents date dans les années 60. On a grandi tout d'abord à Paris, à Voltaire, puis j'ai atterri dans la banlieue sud d'Orly à l'âge de 5 ans, où j'ai vécu avec mes parents et puis mes grands frères dans un appartement à la résidence Anotera, qui est assez connu dans Orly, qui est tout proche de la MJC Pablo Neruda, celle qui a vraiment bercé mon enfance à l'âge de l'adolescence. Puis voilà, c'est une enfance assez plutôt particulière, où il y a eu des hauts et des bas, plutôt des bas très jeunes. Et j'ai su rebondir grâce à cet épanouissement pour la musique et cette envie d'aller plus loin, même quand j'avais des difficultés, cette envie de s'accrocher à quelque chose et de jamais lâcher. Voilà. Là, tu nous parles justement de cette fameuse MJC. Ouais. Donc voilà, à la MJC, est-ce que tu commences par la musique d'abord ou est-ce que tu as Mhm. d'autres passions avant? Bah, d'autres passions, parce que le foot, comme tout jeune de banlieue, c'est foot, c'est des parties improvisées avec tout le monde, hein. Les copains, on met deux blousons par terre, un ballon, même s'il était crevé. Donc nous, on s'amusait comme ça. On faisait des parties 4 contre 4, 8 Ouais, contre l'esprit 8. quartier. Voilà, l'esprit quartier sur les terrains, dans les stades. Très vite embarqué dans un délire de foot dans les stades à Choisy-le-Roi. Voilà, j'avais un petit niveau qui était quand même intéressant. J'en ai fait 10 ans. Puis après, on cherche à aller plus loin, mais on n'a pas suffisamment d'argent pour aller dans les détections. Mhm. Donc après, on se rattache à quelque chose d'autre. Et je vois, pas loin de chez moi, un gymnase qui se construit, sorti du sol, qui s'appelle Robert Desnos, en 86 exactement. Et je vais là-bas et je découvre le basketball. Il y avait des filles à l'époque qui jouaient à haut niveau, à niveau Pro B. Et voilà, je vois des filles, je vois du spectacle, des voitures, d'une ambiance, et je dis, waouh, c'est quoi ce truc-là? Et puis au fur et à mesure, bah, je m'inscris grâce à mes copains de classe qui faisaient eux déjà du basket. Donc je m'inscris, et puis le même entraîneur, lui, chaque Noël et chaque vacances, eh ben, il invitait l'équipe chez lui à regarder des matchs de All-Star Game qui étaient anciens, tout ça. Et c'est là que vraiment que je découvre ce sport qui vient des États-Unis avec le grand Magic Johnson, Michael Jordan. Ah, Et c'est là que j'ai été de pris cette d'amour pour génération, ce. c'est vrai, ouais, Voilà, carrément. c'est là que j'ai été pris d'amour pour ce basket. Ah, donc déjà bercé par le basket en Ouais, fait ouais. depuis tout jeune. On y reviendra tout à Mhm. l'heure. On va essayer de le faire chronologiquement, mais c'est vrai que tu as une grande partie de ta vie dans le sport aussi. Ouais. Voilà, nous on te connaît avec la musique. Du coup, on a parlé de cette fameuse MJC. Mhm. Cette MJC, tu fais des rencontres, Ouais. des grandes rencontres. Tu veux dire ton binôme aussi, Ouais, bien Mr. sûr. Flo. Mhm. Donc voilà, est-ce que tu peux parler un petit peu justement de ses premiers pas dans la musique? La MJC Pablo Neruda vient un petit peu avant, mais le vrai premier pas dans la musique, c'est à l'âge de vraiment de 10 ans, 11 ans, où je suis pris d'amour par la musique, déjà par mes grands frères à la maison, qui écoutent de la funk, qui écoutent du jazz rock. C'est ça qui vont m'emballer déjà musicalement, parce qu'ils faisaient aussi des après-midi dansantes à l'époque à la maison, et j'écoute à travers leur poste, les Radio Nova, tout ça qu'ils faisaient à l'époque. Et il y a un ami dans ma classe qui s'appelle Renaud, Cyril Renaud exactement. Il me fait découvrir Renaud Séchant. Donc il me dit, ouais, tiens, prends cette cassette. Et puis moi, j'embarque sa cassette et on l'écoutait déjà en classe de neige avant et tout. Et les textes m'ont intéressé, j'ai recopié les textes. Et c'est à peu près longtemps après que je découvre cette MJC Pablo Neruda. Ouais, donc À tu la- étais déjà dans l'écriture en Ouais, fait. déjà dans l'écriture, dans recopier des textes, ça m'intéressait vachement.
Et c'est à l'âge de vers 16-17 ans que je découvre la MJC Pablo Neruda, qui va devenir vraiment ce cocon, ce fief où on va tout ménager, tout construire à partir de là. Et je rencontre Mistaflo, comme tu as dit, qui habite pas très loin de chez moi. On fait connaissance là-bas. Après, il y a des après-midi dansantes. Je rencontre Jason, qui était du même groupe. Donc, on forme le groupe Différents Types. C'est ça. Et c'est peu après, 6 ou 8 mois après, qu'on rencontre la rencontre vraiment de Kerry James et puis Teddy Corona, Alter MC. Voilà. IDLG plus tard. Exactement. Donc là, tu nous as parlé justement de différents types. C'est ton premier groupe, ton premier collectif. Ouais. Tu as fait des projets avec eux. Tu as Ouais. fait un projet avec eux. Comment on crée un collectif comme ça, différents types? Parce qu'à l'époque, justement, le rap, c'est pas encore démocratisé comme aujourd'hui. Donc voilà, il y a des sessions d'écriture. Comment ça se passe à la MJC? Bah, la MJC, c'est déjà c'est un lieu de rencontre où on va, on est là pour pas traîner dans les rues, quoi. On est là et puis il y a du ping-pong, il y a de l'écriture, il y a des répètes de danse. Et puis nous, au fur et à mesure, on prend ça comme passion, quoi. Au lieu de traîner, ça nous fait une petite passion, ça évite les trucs qu'il y avait à l'époque. Orly était vraiment un vivier de drogue à l'époque, tu vois. Donc on évite tout ça en restant entre nous et puis on apprend à se connaître de mieux en mieux. Et puis le groupe Différents Types est devenu comme ça avec moi, Jason, Didos. Et puis chaque après-midi, mercredi, samedi à la MJC, il y avait ces rencontres qui venaient de Choisy, Vitry, un peu partout. Et puis nous, on avait notre petit groupe, notre petit cocon, et puis on s'impulsait, on se poussait les uns les autres, on regardait des clips d'MTV, et ça nous a marqué. Et on avait avancé comme ça avec cette culture. Et chaque mercredi, chaque samedi, on se challengeait, soit par l'écriture, soit par la danse. Et c'était vraiment, la MJC, il y a rien de meilleur pour une jeunesse, quoi. On le voit dans Ouais. le Ouais, documentaire exactement, ouais. qui est sorti, Ouais. Si tu roules avec la mafia Capri. Exactement, ouais. On voit quelques archives justement de vous à la MJC en train de faire du ping-pong, du tennis de table, etc. Même de Ouais. danse. Ouais. Tu étais dans la danse avant aussi, tu as touché un petit peu à la Ouais, danse. ouais, comme tout le monde, hein, un peu dans la danse, on se verbalise partout, hein, tu vois, danse, le graphe, on s'éclate, quoi. Et après, il y a vraiment cette passion de la musique, d'écriture qui est venue, où on n'a jamais lâché parce qu'on savait qu'il y avait on sentait qu'il y avait une vraie Quelque chose, passion, ouais. qu'il y avait un truc où on ne devait pas lâcher, quoi. Au final, ça a donné Ouais. quelque chose de grand. Je vais Exactement. rebondir sur quelque chose que tu as dit juste après. Mhm. Du coup, tu fais la rencontre de Kerry Ouais. James. Mhm. Et derrière, on te voit justement un petit peu comme dans ce fameux documentaire, comme le grand frère, Mhm. comme le grand frère des Ideal J. Ouais. On le voit vraiment être derrière eux, les booster, les conseiller, etc. Comment on joue ce rôle de grand frère? Naturellement, parce qu'à la maison, mes frères faisaient pareil pour moi. Donc moi, j'ai voulu inculquer ces valeurs un peu aux gens que j'aimais. Quand je discute avec quelqu'un, moi déjà, c'est l'humilité, c'est le cœur qui parle. Et puis eux, tout jeunes, déjà, j'ai senti qu'ils avaient envie d'être comme nous. Et d'être comme nous, c'était cet esprit de rassembleur, de copains. Et puis je vois surtout le talent qui avançait sur Kerry à chaque épreuve, à chaque rendez-vous. Il avait du talent. Et puis un jour, je décide de l'emmener voir Boys in the Hood. Et quand il voit ce film, il prend une claque. Ouais, Donc je voulais surtout le pincer, lui dire voilà, la rue, c'est ça, mais la rue, quand même, elle a un impact quoi, sur les jeunes, sur tout le monde. Et puis après, une fois qu'il a compris ça, il a grandi avec ça. Et puis on devient, naturellement, on devient ambassadeur des plus petits. Des plus petits qui étaient. Moi, à l'époque, j'ai eu l'honneur de traîner avec les plus grands, qui étaient mes grands frères, mes grands cousins. Tout ça, ils avaient une dizaine d'années de plus que moi. Et puis moi, je voyais plein de choses, tu vois, qui m'ont inspiré, que j'ai gardé de côté. Et voilà, j'ai voulu donner ces mêmes valeurs aux plus jeunes, et surtout qu'ils avaient du talent, et surtout qu'ils avaient un bel esprit. Et c'était des gens que j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire avec eux. Ça, ouais, tu le dis la première fois. Ouais. La première fois que tu le rencontres, en fait, tu prends une baffe, Ouais. tu lui mets une instru, Mm. il kick et tu dis waouh. Ouais, c'est surtout, quelque- surtout, en plus, il a eu de l'audace. Il me dit, ouais, je vais te faire ça a cappella. Je lui dis, je te mets un instru. Il me dit, non, je vais te le faire a cappella. Et il me le fait a cappella et puis pendant 1 minute 30 comme ça. Et puis là, je prends une baffe. Je dis, non, mais si ce jeune-là, s'il comprend le truc, il véhicule ça dans son esprit, hormis l'école, hein, il y avait l'école d'abord qui était prioritaire, mais si jamais il garde ça en lui, s'il en fait sa passion, il peut aller très loin. Et on voit aujourd'hui, 30 ans après, c'est ce qui se passe, quoi. Ouais, c'est ça, en fait, toi, tu le voyais déjà Ouais, ouais. à l'époque, parce que Ouais. du coup, par la suite, Mm. tu es aussi un des membres pionniers de la Mafia Bien Capri. sûr. Mm. Donc, t'es un des. Pour moi, t'es
t'es un tonton même de la Mm. Mafia Cafri, parce que c'est vrai que tu le dis là, tu viens de le dire, mais Mm. tu étais déjà un grand pour eux, tu étais un des plus grands, je pense, de la Mafia Mhm. Cafri, si je dis pas de bêtises, t'étais Ouais. un des aînés. Mhm. Comment on crée un collectif comme la Mafia Cafri? Bah, c'est, comme je te disais, c'est devenu de bout en bout, hein. On n'a même pas créé, c'est les rencontres qui ont voulu ça. C'est, on va dire, c'est le chemin des passions. Chacun était passionné par ce qu'on faisait. Tout le monde aimait la musique, malgré qu'il y avait ce peu d'ouverture à l'époque. Tu vois, il y avait très peu de rap sur les radios, très peu de médias, et il y avait que deux, trois groupes qui existaient, à part NTM, Assassin. Et puis nous, on était ce petit groupe de banlieue sud qui essaie de percer malgré ces difficultés. Donc on se réunit, on voit que bah, lui, il a la même passion que nous, voilà, il a la même ambiance, il habite dans la même ville. Et puis au fur et à mesure, bah, voilà, on se dit, bah, il y a des mecs de Vitry, il y a des mecs d'Orly, de Choisy. Et c'est Douma le parrain qui un jour qui crie Mafia Cafri. Et puis tout le monde dit, waouh, ce nom, il défonce, quoi. Ah, Et c'est un peu lui qui a tu me lancé ce truc. devances, tu me Ouais. devances, car moi, c'était ma prochaine question. Mm. Comment est créé ce nom Mafia Cafri? C'est vrai que Ouais. à l'époque, Mm. ça fait fureur, on l'entend même Bien sûr. dans le public, hein, ça Ouais. scande, hein, tu es Mafia Cafri. Voilà, tu es Mafia qu'un Free, c'est devenu une hymne, quoi. Tu vois, c'est même pas un nom de groupe, c'est une marque de fabrique. C'est une hymne, c'est pour toute une génération. Voilà. Ouais, c'est fort parce que Mm. encore aujourd'hui, Mm. bah, comme je t'ai dit, hors caméra, j'ai grandi avec la Mafia Cafri, Ouais, aujourd'hui on en entend encore parler, bien sûr. et on en parlera, mais il y a voilà, des pourceux, Ouais, c'est clair. sons, hein, Mm. des sons et des clips iconiques, tu vois, Ouais. avec lesquels on a grandi. Aujourd'hui Mm. on le voit, hein, tous ces clips, on va dire, si on peut dire ça comme ça, inspirés de pourceux, Bien tu sûr. vois, qui se font dans les cités où tu rejoins un petit peu bah, tout l'esprit de quartier. Mm. Voilà, chacun l'avait donc tourné un petit peu dans sa ville. Mm. Si on avait suivi voilà, Kerry, Mm. voilà, Rof, Mm. etc. Des moines, enfin ouais, ce clip est incroyable. Bien Pour sûr. moi, c'est vraiment un Ouais. clip qui a mis une claque à tout le rap français Ouais. à l'époque. Mm. Toi, ton rôle dans Mafia Cafri, Mm. donc tu es aussi, voilà, tu rappes, tu kicks, Mhm. tu vas faire des feats justement avec certains de l'équipe. Donc Rof aussi, d'ailleurs, Bien vous allez sûr. sortir un gros son avec Rof, etc. Mhm. Comment ça se passe justement quand on est aussi nombreux dans Mafia Cafri? Est-ce que vous êtes 16 à peu près, ça? 16? Ouais, ouais, à kicker une 16 et après, tout le monde est Mafia qu'un Free, en fait. Comment ça se passe? Ben, tout naturellement en studio. Bah, ça veut dire qu'on est réunis. À l'époque, il y a peu d'informations. On se file l'information, on a studio. Enfin, pour la première fois qu'on rentre sur la street sur le ghetto, ça se passe un peu comme ça, de bouche en oreille. Et on se dit, voilà, il est temps de faire un disque. C'est vrai que Parce sur le qu'il ghetto, c'est 2003. ouais, Donc ouais, c'est il y les avait années déjà eu 2000 un déjà. disque, il y avait déjà eu un disque bien avant, en 97. Mais celui-là, il était freestyle. On était plus Plus dans, mixtape. voilà, on était plus dans un délire freestyle. On se réunit et on kick, on voit ce qui se passe. Et après, là, on a décidé, 2003, on décide de faire un vrai album. Donc on se réunit, puis en studio, tout naturellement, on est là entre nous, et puis à un moment, il y a un son qui va sortir, produit par Jacques ou autre, et puis voilà, on décide d'un thème. Euh, Chacun décide d'un thème. Généralement, moi, j'avais plein de trucs en tête, ou plein de trucs écrits. Donc je balance un thème, et puis tout le monde valide ou pas, mais dès qu'on a l'idée, le son, il part, et puis chacun écrit de son côté, et puis le premier qui est prêt, ben, il balance son couplet, quoi. Ouais, Et puis c'est ce qu'on entend dans. voilà, on essaie de se challenger, ça balance un couplet, l'autre il vient derrière, et puis après on arrange un peu les éléments à la fin, chacun balance ses idées, et puis c'est vraiment une union, on construit un puzzle ensemble, tu vois, il n'y a pas de chef, de coordinateur, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est un peu, qui chapeaute tout ça, ça a pu être moi, ça a pu être Kerry, ça a pu être Dry, toi, c'est un peu comme qui prend les rênes, ben voilà, aujourd'hui je le sens bien pour cet album, ou aujourd'hui, pour cette semaine, ou pour ce jour, bah, je prends les rênes de ça et puis on va faire tel morceau et puis chacun suit son cours, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je Ouais. prends comme référence justement ce fameux documentaire. Comme je t'ai dit, je suis toujours avec la Mhm. Mafia Cafri. On voit justement des séances studio Mhm. de la Mafia Cafri qui sont d'ailleurs incroyables. On aura même droit à un Mhm. freestyle plus tard Ouais, sur le site de Bouscapé, Mhm. qui est aussi anthologique, hein, un freestyle qui va marquer pour moi l'époque du rap français. bien sûr. Et donc on le voit justement, c'est un petit peu tout le monde met Ouais. la main à la pâte, son idée, etc. Sur cet album, il y a Pour ceux, Mhm. donc pour ceux qui, comme je t'ai dit, va révolutionner le rap français. Comment ça se passe un clip, un tournage de clip avec la Mafia Cafri? C'est vrai que vous êtes nombreux, tu vois. Moi, Mhm. moi, c'est des questions plus personnelles pour le coup. C'est Mhm. quand je jouais la Mafia Cafri à l'époque, je me disais, mais
c'est la première fois qu'on voit un groupe aussi nombreux. Mhm. Et tu sais, il faut gérer tout ça. Ouais. Un concert avec la Mafia Cafri, on va remonter tout le monde sur scène. Ouais. On le voit quelques années plus tard, on voit tout le monde sur scène. C'est des trucs incroyables. Ouais. J'entends même une anecdote où vous bloquez les studios 24 heures. Ouais, exactement. Des Ouais. journées de 24 heures en fait, et chacun vient, réserve son créneau. Ouais, exactement. Bon, après, les studios, c'était assez. Bon, on arrivait, bon, on était toujours en retard, hein, mais ce qui comptait, c'est qu'on soit là au moment où on allait kicker, tout ça. Les studios, c'était souvent rendez-vous midi. Et midi, on passait toute la nuit, ça finissait 4-5 heures du mat, tu vois. Il y avait d'abord la rigolade, le chambrage, tout ça. Et puis, quand il fallait se mettre vraiment dans la recette pour construire un morceau, ben, on y allait pendant 3-4 heures. Mais franchement, dans notre tête, on se disait, ouais, quoi qu'il arrive, le truc qui va sortir, ça va tuer, quoi. Tu vois, après, il y avait des passages, on mangeait ensemble, on rigolait, on regardait des trucs, on préparait les morceaux suivants. Et puis après, pour ceux, ça a été naturel. On a fait un morceau pour ceux qui défonçaient. Et Courtrage-Mai, à l'époque, c'était les seuls à aller un peu partout. À produire les clips de la voilà, banlieue. qu'on voit sur le petit net. Et Mokobe avait déjà repéré, on connaissait Romain Gavras et Kim Chapiron. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Courtrage Mai, c'est eux qui ont produit le clip pour ceux, du coup. Exact. Et puis on était vraiment, en tant que rappeur, on était l'un des premiers groupes ambassadeurs à leur dire, voilà, on a besoin d'un clip de vous parce que vous avez un délire qu'on regarde sur le net, ça part un peu dans tous les sens. Et puis nous, on a fait un morceau qui est un peu comme ça. On leur fait écouter, à cette époque-là, il n'était même pas mixé. Et ils disent, en 2 minutes, ils ont trouvé le truc, quoi. Ils disent, ouais, nous, on a une idée, c'était une journée dans un quartier où il se passe pas mal de trucs, il y a des chiens, il y a des trucs, et nous, on trouvait ça incroyable. Et puis ils nous disent, ouais, on peut tourner ça dès ce week-end, quoi, tu vois. Et puis nous, pour nous, c'était impossible. Et on a prévenu tout le monde de bouche à oreille, on a fait le rendez-vous, les jeunes et tout. Tout le monde savait qu'on allait tourner un clip. Et à l'époque, c'était super rare, quoi. Ah, Et c'était quand ils sont carrément arrivés rare, au c'est même quartier, une première. C'est ouais, ouais, c'était un clip comme bien celui-là, c'est sûr. une première. Quand ils sont arrivés au quartier, ben, ils ont commencé à tourner. Après, le lendemain, ils ont été à Vitry, à Joinville, à Ivry. Puis nous, même nous, on ne s'attendait pas à ça, tu vois. On s'est dit, bon, il y a du boucan, ils ont tourné une demi-heure là, une demi-heure là, mais le rendu qu'on voit rendu, même nous, on était stupéfaits, tu vois. Ah ouais, j'entendais d'ailleurs après ce clip-là, juste Mm. après ce clip-là, on entendait souvent la comparaison. Ouais. C'était le Wu-Tang français. Ouais, La exactement. Mafia Cafri, c'était le Wu-Tang français en fait. Exactement. Tu vois, tout cet esprit de quartier, Ouais. cet esprit de banlieue. En plus, c'était bon enfant, c'était même pas un truc où on foutait le bordel, tu vois. Il y avait Ouais, c'est une- structuré, c'est ça ouais, qu'on voit, c'est structuré, il y structuré. avait une vraie énergie, les textes étaient bons, la musique était bonne, tu vois. Et puis, en fait, tout le monde a adhéré, tout le monde a validé dans tous les quartiers, même au-delà de la France, tu vois, parce Ouais, qu'il ouais. y avait un Mais vrai ça, truc. justement, c'est ça, Ouais. après ce clip-là, Ouais. on entend, je crois que c'est ODB qui dit ça dans une interview. Vous recevez des messages de l'étranger en fait. Exactement, ouais, ouais. C'est un truc incroyable. Et justement, quand on tournait, après, quand on a pu tourner en Belgique, en Espagne, on voyait des gens avec des t-shirts Mafia Qu'un Free pour ceux, tout ça. On se dit, ouais, mais ils ont eu ça où? C'est grâce à ce clip-là. Les gens, quand on ne comprenait pas français, ils nous faisaient montrer le délire de la bécane. On dit, ah ouais, c'est pour ça que vous avez ça. C'est vrai que c'était aussi les Ouais. premières apparitions où on voit justement des Mm. jeunes en bécane Ouais, voilà. enlevés dans un clip, etc. Exactement. Et c'est pour ça l'inspiration leur venait de là et on savait qu'il a inspiré tout le monde, quoi. En fait, c'est ça, ce clip-là, pour moi, il n'a pas marqué juste en France, il a Exactement. marqué aussi à l'étranger. D'ailleurs, on l'a vu plus tard, je ne sais pas dans quelle interview je vois ça, Exhibit, Ouais. avec vous. Ouais, On ouais. voit Exhibit, Mhm. avec Exactement. un Ouais. rappeur déjà bien connu à l'époque aussi, Bien sûr. une grosse tête, et on Mhm. voit Mafia Cafri avec Exhibit sur un tournage. C'était quoi? C'était un tournage? C'était quoi ça? Ouais, c'était un tournage, un petit tournage d'Exhibit et ils sont venus à nous comme ça pour échanger un peu. Ouais, Une tuerie. ouais, une tuerie, Yes. surtout nous on connaissait ça depuis l'époque, on était fans quoi. On regardait ça sur MTV, lui aussi il a eu sa propre émission et tout. C'était incroyable aussi pour nous. À cette période-là, il y a aussi une polémique Mhm. sur un certain clip, donc un certain son, Mm. où donc vous dites, voilà, c'est la guerre, clairement. Ouais. C'était Mm. un son pour vous incroyable à l'époque. Et en Mhm. fait, donc l'album est prêt, Ouais. l'album va sortir. Mhm. Et au final, vous arrêtez tout parce que vous êtes censuré. Ouais. On a tout parce qu'il y a eu des différends avec la maison de disques qui ne voulaient pas que Rimka dise un certain passage dans son couplet. Et puis nous, on n'était pas d'accord parce qu'il y a le droit de liberté d'expression. Et puis, il y a eu pire dans la musique. Et on se disait, mais comment ils veulent censurer la Mafia Qu'un Free, quoi. À partir du moment où on se laisse censurer, nous, avec nos propos et le nom qu'on porte, ça n'a aucune cohérence. Et à partir de là, on dit, bah, ok, bah, si c'est comme ça, bah, C'est un truc de fou. on va quitter votre label puisque vous ne nous accompagnez pas dans notre
dans notre perception du rap et dans ce qu'on dit. À Et l'époque, c'était quand même fou. ouais, Quitter c'était une fou. maison de disques. C'était osé, quoi, tu vois. Ouais, Mm. je l'entends aussi je sais plus si c'est dans le documentaire, une interview. Mhm. Le seul groupe qui a fait ça avant vous, c'est les Sex Pistols. Ouais, Tu vois, ouais, c'est exactement. quand même fou à l'époque. Exactement. Le budget du clip, Mm. c'était 80 000 euros, c'était énorme. Ouais, Même c'est énorme. aujourd'hui, des clips à 80 000 euros, Ouais, c'est énorme. c'est Tu énorme vois. parce que aujourd'hui, il y a plein de personnes qui savent faire des clips. Tu peux faire plein de choses avec un simple budget, tu vois. Et donc, on part en indépendant à partir de là. Et puis, on finit ce qu'on avait à faire. Il nous manquait 2, 3 morceaux à réaliser, à mixer. Et puis, voilà, on a poussé le truc au bout, quoi. Ça ne nous a pas empêché de faire notre tournée, de continuer à pousser le disque et de rendre notre truc possible, tu vois. Du coup, bah, Mhm. bien après tout ça, Ouais, donc là, on a parlé de Macha Cafri, on a parlé de tout ça. Tu as lancé ta carrière en solo, toi aussi. ouais, Donc voilà, mais déjà 98, comme tu dis, tu écrivais déjà bien avant, hein, bien sûr, hein. en solo, etc. Mais tu lances ta carrière en solo. Mhm. Tu vas sortir un premier album, Mhm. éponyme. Ouais. C'est quoi éponyme? Éponyme, c'était le premier album, le tout premier album que j'ai fait. J'avais des vieux textes et il fallait absolument que je les pose. Et à ce moment-là, Ideal J venait de finir son premier album, leur premier album. Et voilà, éponyme, j'avais pas trouvé de titre. Et voilà, je dis, allez, on va le lancer comme ça. C'était vraiment une carte de visite pour dire que voilà, maintenant, je vais lancer ma carrière en solo. C'était plus dans cet objectif, quoi. Ok, donc là, c'est le début de la carrière solo de Manuquet. Voilà. Par la suite, Mhm. je sais pas si on le dira, tu réalises un des Ouais. albums de Rof Ouais, aussi, ouais, qui fait un succès. ouais. La vie avant la mort. La vie avant la mort, Mhm. des milliers d'exemplaires vendus. Exactement, ouais. Mm. Comment ça se fait une collab avec Rof? Parce que Rof, c'est aussi Ouais. un membre de la mafia Free, Ouais. donc c'est un frérot pour toi. Mhm. Comment on travaille avec Rof? Rof, ah ben, déjà, la première fois que j'écoute Rof, c'était déjà en 95, 94. La première fois que j'entends rapper. Le premier texte qu'il m'a fait, c'était dans un bus, le bus 183. Et j'ai trouvé déjà qu'il avait une avancée exceptionnelle. Vu Bus qu'il écoute. 183, Mairie d'Orly. Ouais, ouais, le bus mairie d'Orly ou aéroport d'Orly. Ah, je joue un des Ouais. deux, ouais. Un des Vu deux. qu'il écoutait, il écoutait beaucoup de rap US. Et il s'inspirait beaucoup de ça. Il connaissait les flows par cœur de tous les Américains. Et puis, et je sentais qu'il avait, il avait l'envie. Il avait l'envie, mais un peu plus que les autres parce que Elle avait la dalle. il avait la dalle. Il avait la dalle. Quelqu'un qui a la dalle, on le ressent. Il n'avait pas que la dalle, il avait aussi le talent. Voilà, le talent par rapport au flow, par rapport à l'écriture, ce qu'il racontait. Et le tout premier album produit par Espresdi de Rof et de Rue de la Lionne, paix à son âme, il l'a enregistré. Et à ce moment-là, j'étais là, moi, déjà, avec lui. J'étais là, j'écoutais un peu comment il faisait. J'avais ramené des sons d'un ami qu'on avait en commun. Et je sentais une vraie richesse dans ce qu'il racontait déjà. On peut écouter, 20 ans après, on peut écouter le premier album. Ben, il y a des faits qui sont réels hein, par rapport à aujourd'hui. Et j'ai senti quelqu'un qui allait devenir mature, pas maintenant, mais qui allait déjà devenir, asseoir déjà son style et mature par la suite. Et quand il m'a appelé pour faire La vie avant la mort, ah ben, il fallait confirmer. Je savais que c'était un mec de la rue qui aimait kicker, ça, tout le monde approuvait. Maintenant, il fallait emmener plus loin, tu vois, il fallait emmener le phénomène un peu plus loin. Et là, c'était mon rôle un peu. C'est de dire, convaincre Rof à faire du rap, mais du rap qui allait plaire à tout le monde, en fait. Et ça a été dur au début, hein, parce que lui, il On le voulait sait que rester. c'est un gars qui a ses propres idées, son Ouais, ouais, ses caractère. propres idées, ses caractères et ça. Et moi, ça m'a aussi enrichi dans ce que je faisais, tu vois. Et Là, c'était un puis, challenge en fait. ah ouais, et puis quand il a compris ça, il s'est dit, allez, on y va. Parce qu'il avait des beaux textes, il avait des bonnes musiques, il y avait une vraie perception des choses, tu vois. Et c'est cet album qui a éclaté. Et puis, le succès, comme il dit, c'est venu rapidement pour lui. Il a tout connu, tu vois, tous les voyages, les spots et tout, tu vois. Et ça l'a fait grandir par la suite, même s'il y a eu des hauts et des bas. Mais il a compris la musique un peu grâce à cet album, tu vois. C'est là vraiment après la sortie d'autres albums qui ont été encore plus gigantesques parce qu'il avait compris avec La vie et la mort il y avait un enjeu capital pour sa carrière. C'est vrai ce que fait, comme on dit, c'est un succès au final. Ah ouais, ouais. Même là d'ailleurs, Mm. toi tu joues 10 000 rôles. Ouais. Le rôle de grand frère avec Ideal J. Mhm. Tu as été voilà, aussi rappeur Ouais. pour toi-même. Tu étais Mm. maintenant réalisateur sur un album de rock. En fait, tu étais un petit peu partout. Tu avais Ouais, toutes les exactement. casquettes. Ouais. Toutes les casquettes à l'époque. Et là, je vais encore faire un bond en avant Mm. par la suite. Donc Mm. là, c'est maintenant. Mm. C'est en 2020. En Mhm. 2020, 2021, exactement.
2021? Ouais, Donc, je sais que tu commences à écrire un livre pendant le confinement, c'est ça? exactement. Donc, tu as tes petites recherches, tu as tes petits trucs, etc. Mm. Comment ça se passe pour écrire un livre en pleine période de confinement? Ouais, en fait, l'idée elle vient bien avant. Ça commence en 2016 à peu près, moi, avant le confinement. C'était une période un peu particulière pour moi où je me sentais pas bien. Je venais juste de déménager d'Orly je me dis, bon, voilà, j'ai fait 20 ans de carrière dans la musique. Qu'est-ce que je peux laisser derrière? Comment je peux dire aux gens, voilà ce qu'on a fait? Je dis, ah, pourquoi pas un livre? Et comment le raconter? Ben, je commence à griffonner des trucs, écrire des trucs, et puis je commence à voir quelque chose qui est pas mal, le début, l'arrivée avec ma famille, tout ça, je le raconte. Et puis j'appelle Rossé, qui est mon pote depuis l'enfance, et je lui dis, est-ce que tu connais quelqu'un dans la littérature qui pourrait m'aider au moins à lire mes œuvres et, si possible, de faire un livre, quoi. Il me dit, ouais, je vais demander et tout, et puis il appelle Wafa de Face Cachée. Et puis on a tout de suite un rendez-vous, une semaine après, il me dit, ouais, elle serait intéressée, tout ça. Et puis à partir de ce moment, est arrivé, on a laissé passer 1 an, 2 ans, arrivé très vite le confinement, et puis eux, ils avaient ce qu'on a fait au début, hein, toutes les ébauches, et puis on a très vite pris contact. Et eux, ils ont eu l'intelligence d'agencer un peu tout ça, et puis j'ai eu un retour. Et puis là, j'ai vu commencer à avoir une histoire, vraiment une histoire cohérente, un voyage du début jusqu'au milieu, et puis il fallait une fin. Et on a continué comme ça, on a pris des dates chronologiques, on a construit le truc ensemble. Est-ce Et est-ce puis, qu'on peut dire que c'est une autobiographie? ouais, bien sûr, ouais, entre les deux, au début, non, mais là, on peut dire vraiment c'est une autobiographie et surtout une histoire racontée par moi, la périphérie de ce que je vois, ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu et comment j'ai construit ma musique et comment j'ai pu la dispatcher à tout le monde et comment tout le monde a pu construire leur album et leur carrière avec, toi. C'était un peu ça l'idée, toi. Et à travers tout ça, on voyage à travers les péripéties qu'il y a eu, bonnes ou mauvaises, de chacun. Et, Ça, là-dedans, on voit que ouais. tu te confies vraiment, Ouais, bien sûr, ouais, ouais. tu dis les choses. Mais, Et justement, aujourd'hui, en 2022, mhm, donc là, c'était un premier livre. ouais. Là, il y a un deuxième livre. Bah ouais, l'annonce, je peux la faire aujourd'hui. Il y a un second livre qui se prépare parce que quand on a des idées, on n'a pas qu'un projet. Moi, je suis quelqu'un qui avance tout le temps. Tout le temps, je ne m'arrête pas sur des acquis. Voilà, ça m'a donné l'idée de rebondir sur autre chose. Ça va être un peu la suite, un peu des liens sacrés, qui va raconter un peu Lien sacré, c'est le titre ouais, du premier livre. Déjà. titre du premier livre. Et là, je vais raconter un peu la suite, la perspection de ce qui se passe aujourd'hui. Plus centré sur moi, bien sûr, qu'est-ce que je suis devenu après toutes ces années, quel homme que je suis et comment je vois la vie d'aujourd'hui. Et puis, vous Ouais, découvrirez l'évolution, l'avancée. voilà, l'avancée, vous découvrirez ça bientôt, quoi. Ok. Petite parenthèse, on a dit tout à l'heure, Ouais, à côté, tu as aussi vécu dans le sport, tu ouais, es passionné des sports. ouais. Aujourd'hui, tu es coach. Aujourd'hui, je suis coach professionnel à Cergy en tant qu'assistant. Et j'ai dû repasser des diplômes à partir de 2000, on va dire 2012. Donc il y a eu 8 ans de travail acharné, parce que c'est pas facile. Il y a eu des bons, il y a eu des échecs. On a dû se relever, hein, face à tout ça. Et on a dû se construire parce que c'est une passion première. Et cette passion première, il faut la concrétiser par un métier. Et voilà, j'avais des objectifs qui étaient forts. Et pour moi, c'est pas fini. Chaque quotidien, je suis étudiant du terrain tous les jours. J'apprends tous les jours. Il faut être curieux, faut se lancer, faut être mort de faim tout le temps. Et surtout, il faut être passionné. La première chose, quand on décide de faire quelque chose, il faut être passionné. Et ben, aujourd'hui, voilà, ça fait 4 ans que je suis sur le haut niveau de la Nationale 1. Pour moi, c'est quelque chose d'exceptionnel. J'apprends à connaître les gens, je découvre des gens fabuleux où je suis. Ils me font confiance, je leur fais confiance. Et voilà, c'est des choses qu'on découvre même à mon âge, mais c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais, qui est ancré en nous, quoi. C'est fort parce qu'au final, Ouais. la vie de Manuquet, il y a Ouais. 10 000 casquettes, il y a 10 000 rôles. Mm. Comme je disais tout à l'heure, hein, Mm. de la musique au sport, écrivain. Donc Ouais. tu passes vraiment partout. Et aujourd'hui, tu t'épanouis dans le sport, dans le Bien basket. sûr. Ouais. Et Mm. un deuxième livre qui arrive. Mm. J'espère qu'on en apprendra encore plus, Ouais. qu'on verra la suite des aventures de Manuquet. Et on peut que te souhaiter le meilleur, frérot. Ouais, merci. En tant que grand passionné, je te dis un grand merci à toi. Merci, c'est Moi, j'ai super. vraiment Ouais. grandi sur, comme je dis, éponyme, Mafia Cafri. Ouais. Donc un grand merci et on espère te recevoir à nouveau. Ouais, merci à vous. Manu, merci.